Bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, l'ancien ministre des Affaires étrangères Amadou Ba a été nommé Premier ministre de la République du Sénégal par le président Macky Sall. C'était le 17 septembre dernier. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 38 ministres, dont 8 femmes. Quelle priorité pour la nouvelle équipe gouvernementale face aux défis de l'heure? Quelle perspective pour le parti au pouvoir et la coalition présidentielle au Sénégal? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous irons en Guinée où 13 ans après les événements du 28 septembre 2009, le pouvoir de transition guinéen a décidé d'ouvrir le procès le 28 septembre 2022. Une initiative saluée en Guinée et à l'international. Selon le ministre de la Justice guinéenne, enfin, la vérité sera connue dans ces événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009. Quelles attentes des victimes des événements de ce 28 septembre? Quelle justice pour ces victimes? Le développement en seconde et dernière partie du débrief. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'être là une nouvelle fois avec nous. Merci Daouda. Merci également à Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous remercie. Cheikh, je le rappelais en introduction, M. Amadou Ba, nommé Premier ministre de la République du Sénégal, un gouvernement composé de 38 ministres, dont 8 femmes également. Déjà, quelle lecture faites-vous de la composition de l'actuel gouvernement du Sénégal? Oui, d'abord, avant même de parler de la composition de l'actuel gouvernement du Sénégal, je pense qu'il faut s'en féliciter le retour du poste de Premier ministre. Parce qu'on sait qu'après les élections de 2019, après sa réélection, le président Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre, prétextant vouloir être plus près des ministres et aussi des directions pour mener une politique gouvernementale qui va permettre l'émergence du pays. De ce fait, ce poste a été supprimé. Maintenant, après les élections locales, il avait promis que ce poste-là va revenir. Finalement, c'est après ces élections législatives que le poste est vraiment revenu. D'ailleurs, je rappelle que le poste a été restauré dans l'architecture institutionnelle du pays depuis décembre 2021, mais ce n'est qu'en septembre 2022 qu'un Premier ministre a été nommé officiellement. Oui, exactement. Donc, l'arrivée de Amadou Ba est salutaire. Mais ce que l'on attend surtout de l'équipe gouvernementale, c'est de trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. Vous savez, le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres au monde. Le classement IDH, Indice de développement humain du PNUD, le Sénégal se retrouve à la 170e place. Donc c'est un pays qui, au niveau des indices de développement humain, au niveau du PIB, a un retard par rapport au statut que le Sénégal prétend être. Par exemple, un pays émergent, un pays développé. Nous savons que les pays émergents, c'est les pays du BRICS. Mais on pourrait quand même mettre le Sénégal dans la catégorie aussi des pays en voie de développement. Oui, la plupart des pays qui sont au sud sont pratiquement dans cette catégorie-là. Mais qu'est-ce qui caractérise les pays du sud? C'est le mal développement. Vous savez, Daouda, le développement, c'est satisfaire tout simplement les besoins primaires. Satisfaire les besoins primaires, c'est quoi? Les problèmes sanitaires, il faut les régler. L'éducation nationale, mais aussi la sécurité alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal a satisfait à 100% ces besoins primaires-là? Donc, lorsqu'un pays ne parvient pas à satisfaire ces besoins primaires-là, moi, je pense qu'il ne faut pas prétendre l'émergence ou le développement. Certes, il est normal, il est bien qu'un président de la République puisse définir ses politiques publiques pour atteindre un certain niveau de vie, pour permettre à ses populations d'avoir un certain niveau de vie. Mais jusqu'à présent, en Afrique de manière globale, au Sénégal de manière particulière, on voit que l'indice de développement humain est de plus en plus bas. On reste avec la satisfaction de ses besoins primaires, Karim, puisque cela fait partie également des missions qui ont été assignées à ce nouveau gouvernement. Déjà, selon le nouveau Premier ministre, M. Amadou Ba, les axes prioritaires de sa mission consistent à améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, cher. La stabilité des prix également, la sécurité, le logement, l'assainissement, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'emploi. Un chantier colossal, Karim, à 15 ou 16 mois de la fin du second mandat du président Macky Sall. Absolument. Je pense que la nomination du Premier ministre Amadou Ba répond à une demande très forte. Déjà, le président de la République, le président Macky Sall, s'était inscrit dans une démarche
dans laquelle beaucoup de Sénégalais ne se retrouvaient pas. Parce que c'est vrai que le poste avait été supprimé pour, avait-on dit, des besoins de présence au plan international avec sa nomination comme président en exercice de l'Union africaine. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait également d'autres contingences au plan, disons, national qu'il avait quand même contraint à différer donc ce retour à l'orthodoxie institutionnelle, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre du Premier ministre Amadou Ba? Je pense que vous l'avez dit, il y a les urgences qui attendent, il y a des défis, et lui-même l'a relevé dans son premier message, en tout cas au pays, en disant qu'il avait des priorités qui rejoignaient effectivement celles qu'avait exprimées le président de la République. Et c'est dans le cadre de l'axe 2 et 3 du programme Plan Sénégal émergent. Absolument. Et là, il a surtout parlé, vous l'avez rappelé, la stabilité des prix surtout, mais également les attentes de la jeunesse en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat et beaucoup d'autres défis également qui l'attendent. Mais il y a, de mon point de vue également, un aspect qu'il faudrait voir. Il y a les aspects politiques qui sont un peu liés à ce retour-là. Certains ont même dit que Amadou Ba n'était pas le premier choix du président Macky Sall. On a vu l'épisode, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec Mme Aminata Touré, qui était, selon certains, pressentie pour être donc à la tête de l'Assemblée, après donc les résultats obtenus lors des dernières législatives. Mais tout a pu conduire donc à la nomination d'Amadou Ba, parce que quelque part également, le président Macky Sall était plus ou moins contraint de ménager certains de quand même ces anciens lieutenants, si l'on peut dire. Et on reste avec le profil de M. Amadou Ba. Déjà, Amadou Ba, un inspecteur des impôts et domaines de formation, a eu à occuper des postes différents au sein même de ce pays, dans ce pays-là, ou bien même au sein du gouvernement. Il a été inspecteur des impôts et domaines, directeur également des impôts au Sénégal, ministre des Finances également. Il a aussi eu à être le chef de la diplomatie sénégalaise. Donc, un homme du Sérail, doublé également de politique. Vous, quelle analyse faites-vous du profil de l'homme? Bon, mais écoutez, je pense que c'est un profil qui correspond certainement au poste qu'il occupe actuellement. Mais Amadou Ba a été, c'est vrai, inspecteur au niveau des impôts. Il a été quelque part quelqu'un qui a pu montrer déjà ses aptitudes un peu à manager dans ce cadre-là. Mais comme ministre des Finances, il a pu également conduire, on l'a vu, les premiers pas du PSE, le plan Sénégal émergent, mais il faut quand même admettre que quelque part, son parcours au plan professionnel, si l'on peut dire, n'a pas suivi le même rythme que celui au plan politique. C'est vrai que certains ont pu dire qu'il a fait gagner la coalition au pouvoir en 2017 lors des élections législatives, surtout à Dakar, dans un contexte quand même que certains avaient plus ou moins décrit comme quelque part d'assez perturbant. On se le rappelle, avec des résultats qui étaient sortis très tardivement, mais quand même c'est quelqu'un qui a pu montrer, en tout cas au niveau de son parti, l'APR, qu'il avait une certaine prégnance. D'ailleurs, on lui a reproché même, à un certain moment, d'avoir voulu lorgner sur le fauteuil de son patron. Mais pour revenir sur le profil de l'homme, je pense qu'il a certainement les coups de franche pour mener à bien ce qu'il entend faire dans le cadre de la vision déclinée par le président Macky Sall. Mais là, encore une fois, comme on est dans un régime présidentiel très fort, je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Il va certainement venir pour régler un peu les problèmes domestiques, s'occuper des urgences qu'on a rappelées tout à l'heure, mais en même temps également essayer, dans la perspective de la prochaine élection de 2024, donner à sa majorité, en tout cas, des raisons de pouvoir reprendre le flambeau. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé lors de son premier discours, c'est-à-dire qu'il est là également pour mettre en pratique cette vision-là du président Macky Sall et sa politique également. Cher, pas de grands changements pour ce qui est aujourd'hui des ministères de souveraineté, mis à part la nomination de l'ancienne directrice régionale d'ONU Femmes, Mme Oulimata Sarr, comme ministre de l'économie, de la coopération et du plan. Il y a également l'ancien directeur du budget qui passe aujourd'hui ministre
des Finances et du Budget, et aussi l'ancien ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall, qui revient également pour prendre un ministère qu'il connaît bien et qu'il a eu à occuper. Donc des hommes du sérail à des missions qu'il maîtrise, puisque l'un est juriste, il l'a remis au ministère de la Justice, un ministère qu'il avait occupé. Madame Oulimata Sarr également, au niveau de la direction régionale aujourd'hui, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a eu à mener beaucoup de projets également, surtout à l'endroit des questions d'autonomisation des femmes et des jeunes. Le directeur du budget aussi est dans son domaine, puisque jusque-là était directeur du budget. Là, il occupe le ministère du budget et des finances. Déjà, vous, quelle analyse de ces différents profils? Oui, donc je pense que c'est de très bons profils, parce que Amadou Ba, comme l'a dit le doyen, c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui a eu à faire ses preuves. Mais ce qui est important de souligner pour moi, c'est qu'on est à 15 mois des élections présidentielles. Est-ce que l'actuel Premier ministre Amadou Ba va pouvoir apporter des solutions concrètes par rapport aux problèmes des Sénégalais? Actuellement, les Sénégalais souffrent à cause du logement. Lui-même, il l'a dit. Il a clairement dit qu'il va assister les Sénégalais par rapport aux besoins primaires là dont j'ai cité, pour les permettre de vraiment souffler. Mais on sait qu'on est à 15 mois aussi des présidentielles. Donc, mais avec une bonne volonté politique également, une vision claire aussi, est-ce qu'il ne pourrait pas réussir cette mission également, puisqu'on a vu aussi de nouvelles entrées au sein de ce gouvernement-là? On lui souhaite de réussir cette mission. Mais le problème est qu'on est à 15 mois des élections présidentielles. Donc, je pense que l'équipe gouvernementale, certes, elle est là pour travailler, mais elle a une mission aussi politique. Je pense qu'actuellement, le président de la République est en train de chercher quelque part, même si on ne le dit pas, peut-être un dauphin en la personne de Amadou Ba. Peut-être qu'il sera un candidat idéal pour la coalition au pouvoir, pour faire face à l'opposition, parce que l'opposition actuellement est extrêmement forte. L'opposition est en train de... Il y a eu Askani, la coalition il y a eu Askani, vous l'avez vu, avec l'intercoalition avec Wallou, ils ont réussi à vraiment avoir presque 80 députés. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pratiquement 50-50. Donc actuellement, Amadou Ba, l'équipe qu'il a mis en place, certes, l'équipe doit répondre aux problèmes des Sénégalais, mais l'équipe prépare aussi les échéances de 2024. J'espère que le président est en son dernier mandat et ils vont avoir le candidat et vraiment faire face à l'opposition. Et Karim, le nouveau chef du gouvernement aura aussi pour mission de mener de larges concertations et de prendre de nouvelles mesures sur le plan social, vous l'avez rappelé tout à l'heure, comme il l'avait soutenu également, comme le président plutôt l'a soutenu à la veille de sa nomination dans un discours à la nation. Selon vous, quelles urgences aujourd'hui pour l'actuel gouvernement du Sénégal? Oh, mais les urgences sont nombreuses, elles sont multiples, mais il y a, je pense que le président d'ailleurs l'a rappelé, il y a le problème de la stabilité des prix justement, parce qu'il y a eu un renchérissement des coûts, on a pu le voir ces derniers mois, et il y a également les problèmes liés au logement. On avait parlé d'un projet de 100 000 logements sur lequel la communication gouvernementale n'a pas véritablement, en tout cas, produit des effets qui peuvent quand même rassurer les populations. Mais il y a également, disons, les attentes de la jeunesse qui doivent être rapidement prises en compte. Maintenant, est-ce que le Premier ministre a une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir aller vers ce qu'effectivement Sadibou a demandé? Il faut quand même se dire que quelque part, le président Macky Sall a dû faire une lecture quand même assez lucide de la situation actuelle pour mettre en place cette équipe-là, une équipe de combat, a-t-on dit. Mais je pense que, nonobstant la démarche martiale, si l'on peut dire, ce gouvernement d'attaque doit beaucoup plus centrer ses actions sur le vécu quotidien des Sénégalais. Essayer de faire en sorte que, d'abord au niveau du panier de la ménagère, que les populations ressentent les effets donc de ce changement-là, et qu'également dans la conduite des politiques publiques, il y ait vraiment des solutions très rapides. On a vu avec la gestion des inondations, et un ministre d'ailleurs a été nommé pour régler ce problème de manière... Oui, d'ailleurs, à côté du ministère de l'eau et de l'assainissement, un autre ministre a été nommé pour gérer surtout cette question des inondations. Voilà. Mais je rappelle aussi que cela n'est pas une première. Il y avait également un ministre à part qui gérait cette question des inondations, mais jusqu'à présent, le problème... Oui, mais c'est parce qu'on est dans un contexte où on s'attend à ce qu'il y ait encore la reprise donc, de tous ces phénomènes auxquels on assiste actuellement. On a pu voir ces inondations qui ont
générer beaucoup de conséquences désastreuses pour les populations, aussi bien à Dakar que dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Et on s'attend à ce qu'il y ait encore d'autres phénomènes de ce genre dans les prochains mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut de manière, disons, très pragmatique faire? C'est conduire une politique qui pourra déjà rassurer, c'est vrai, ramener la confiance. Mais de ce point de vue-là, il faudra certainement attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre pour avoir un peu une vision claire de là où on va aller. Mais il y a également les débats qui vont certainement au niveau de l'hémicycle, en tout cas donner une tournure à ce nouveau gouvernement. Et par rapport à cette déclaration de politique générale, là, est-ce qu'on n'a pas même l'impression, cher, qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, pour ce qui reste en tout cas de la fin de son second mandat, veut en faire aujourd'hui une année sociale, puisqu'il insiste surtout sur les questions du panier de la ménagère, les questions du loyer, les questions du logement et plein d'autres choses qui aujourd'hui qui entrent dans cette question sociale-là. Exactement. Donc, je pense qu'il faut insister sur ces questions sociales-là, parce qu'il ne faut pas toujours prendre comme cause les facteurs exogènes, c'est-à-dire la crise mondiale avec la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Il ne faut pas toujours prendre ces prétextes-là pour justifier les problèmes qui se posent au niveau interne. Donc cela devrait pousser nos gouvernants à mettre en place des politiques publiques sérieuses. Dans un pays comme le Sénégal, nous avons le bassin arachidier, nous avons le fleuve Sénégal, nous sommes assis sur une mine d'or et on est un pays pauvre. Comment on peut être immensément riche et être aussi pauvre? Donc il faut mettre en place des politiques publiques sérieuses. Mais à la place d'un pays pauvre également, est-ce que ce ne serait pas à relativiser, cher Sadibou? Déjà, c'est un pays aujourd'hui qui dispose de gaz et de pétrole. Les premières productions sont attendues dans moins d'une année, dans quelques mois, en 2023. Donc on ne pourrait pas vraiment qualifier le Sénégal également de pays pauvre, dans la mesure où même pour ce qui est du doing business également, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites dans le domaine des affaires et tout. Oui. Donc je préférerais plutôt l'expression de pays en voie de développement plutôt que pays pauvre, puisque des actions sont posées. En disant pays pauvre, c'est comme si rien n'a été fait, comme s'il y avait table rase en fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis 60 jusqu'à présent. Donc raison de plus donc, pour parler plus d'un pays en voie de développement plutôt donc nous allons dire que tous les pays du monde sont des pays en voie de développement. Mais il n'y a que des pays en Afrique, dans les pays du Sud. Mais allez au Sénégal, au Burkina, au Mali, dans ces pays-là où on exporte des milliards et des milliards de tonnes d'or. Au Sénégal, en 2021, on a extrait 16 tonnes d'or. Quoi? Ça nous a servi à quoi? Et cela fait revenir également la question des contrats. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Pour vous dire tout simplement que il faut revoir ces contrats miniers, pétroliers et tout ça. Est-ce que ce pétrole-là va profiter aux Sénégalais? Ça reste à revoir. Hein. Jusqu'à présent, on ne sait pas carrément. On nous dit qu'on avoisine que ces hydrocarbures vont faire sortir plus de 800 milliards pour renforcer l'économie sénégalaise. Mais est-ce que ça c'est suffisant pour permettre aux jeunes Sénégalais, à la femme sénégalaise de pouvoir bénéficier de ce pétrole-là? Je pense que 2023, ce n'est pas loin et nous y serons bientôt. On reste sur un point sur lequel vous êtes en train de développer, c'est la question de l'emploi des jeunes. Vous êtes revenu tout à l'heure là-dessus. C'est également un point sur lequel aujourd'hui le président attend son premier ministre et son gouvernement, puisqu'il est beaucoup revenu également dans sa déclaration sur cette question de l'emploi, de l'insertion des jeunes et même de l'entrepreneuriat, puisque même la nouvelle dénomination aujourd'hui du ministère de la Jeunesse, on y a ajouté cette question de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Mais d'abord, est-ce qu'il ne faudrait pas aller aujourd'hui vers l'évaluation de tout ce qui a été mis comme politique ou bien programme aujourd'hui de financement de l'emploi des jeunes avant d'en engager d'autres Exactement, il faut aller vers une audit pour savoir qu'est-ce qui a été mis en place. Est-ce que ces mécanismes qui ont été mis en place ont profité aux jeunes ou ces mécanismes n'ont servi que de financer des partisans politiques. Donc il est important de vraiment faire ce que vous venez de dire là. Mais ce qui est important, Daouda, c'est qu'actuellement, au Sénégal, la majorité des jeunes n'ont pas d'emploi. Donc le secteur primaire sénégalais, l'agriculture, pratiquement, l'investissement dans l'agriculture, elle est extrêmement faible. Il n'y a pas de politique industrielle au Sénégal. Donc, il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet peut-être aux jeunes de s'en sortir en créant... Et le secteur informel surtout. Le secteur informel surtout, voilà. Le secteur informel qui, vraiment, c'est le secteur informel qui tient pratiquement le Sénégal. Hein, parce que la plupart des jeunes, c'est des débrouillards, même ceux qui créent des PME et des PMI. Mais allez voir, chaque année au Sénégal, combien de PME et de PMI sont en train d'échouer ou de fermer.
Mais souvent, beaucoup ne dépassent pas une durée de vie de 5 années. 5 années même, c'est beaucoup, pratiquement 1 an. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont eu à créer des petites et moyennes entreprises, mais au bout de quelques mois, ou d'un an, ils déposent le sol, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisants pour continuer leur financement, mais aussi, ils n'ont pas l'assistance de l'État, ou si l'État met en place un mécanisme qui permet de les financer, il y a des lenteurs administratives extraordinaires, ou tout simplement, c'est pour satisfaire une clientèle politique. Donc c'est pourquoi j'insiste surtout sur cette pauvreté dont je parle toujours. D'où l'intérêt d'auditer aujourd'hui tous ces programmes et projets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, afin aujourd'hui de savoir combien de jeunes ont été financés, à quelle hauteur et comment est-ce que cela également a eu à impacter sur la question de l'emploi des jeunes. Et je rappelle aussi que le gouvernement du Sénégal aussi a mis en place beaucoup de politiques en matière de dématérialisation aujourd'hui pour ce qui est des démarches administratives, pour faciliter ou bien pour éviter aujourd'hui ces lenteurs dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. Karim, du côté des acteurs politiques sénégalais, les réactions restent mitigées. Si pour certains, ce gouvernement est attendu surtout sur les urgences sociales, pour l'opposition sénégalaise par exemple, le seul combat aujourd'hui qui mérite d'être mené, c'est celui de lutter contre un 3e mandat du président Macky Sall. Aujourd'hui, pourquoi l'opposition sénégalaise vous coûte rester sur cette question-là de 3e candidature ou non du président? Et moi, je comprends parfaitement l'attitude de l'opposition qui se braque par rapport donc à ce qu'elle considère comme une velléité de vouloir effectivement aller dans le sens effectivement d'une 3e candidature du président Macky Sall. Ce qui le montre déjà, si l'on voit un peu la configuration du nouveau gouvernement, on se rend compte qu'effectivement c'est une équipe avec des bretteurs, de véritables, en tout cas des gens fidèles au président Macky Sall déjà par leur engagement militant, mais également des gens qui sont présents sur la scène, si vous voulez, médiatique au niveau des réseaux sociaux et autres, et qui ont de tout temps mené un combat direct contre certains leaders de l'opposition. Par conséquent, l'opposition est de bon droit de penser effectivement qu'on va, en tout cas, vers des lendemains assez sombres dans la confrontation entre donc, le pouvoir et l'opposition. Mais ce qu'il faut retenir surtout, je pense que le président Macky Sall devrait, de mon point de vue, axer en tout cas ce qui lui reste pour ce second mandat, d'aller dans le sens d'une écoute beaucoup plus accrue des besoins pressants des populations et ne pas se focaliser sur les mêmes pratiques au plan politique. Je m'explique, parce qu'on a pu voir ce qui était advenu des candidatures de Karim Wade ou bien de Khalifa Sall et autres. Et certains pensent qu'on va certainement vers la reprise des hostilités, entre guillemets, avec certains membres de l'opposition. Je pense notamment à Ousmane Sonko. Et par rapport à une telle situation aujourd'hui, le profil de l'homme, c'est-à-dire du chef du gouvernement Amadou Ba, selon vous, est-ce qu'il saurait relever ce défi-là aujourd'hui de ramener cette cohésion nationale, quels que soient les bords politiques, puisque le discours à la nation du président le 16 septembre dernier, c'est-à-dire la veille de la nomination du Premier ministre et de son gouvernement, il a beaucoup insisté sur cet appel-là à l'endroit de l'opposition à mettre de côté, quelles que soient nos divergences, à mettre en avant aujourd'hui cette cohésion nationale, ce qui nous unit aujourd'hui. Est-ce que le profil, pensez-vous aussi que le profil de Amadou Ba est le profil idéal aussi pour relever ce défi-là de la cohésion, c'est-à-dire un homme qui saurait dialoguer avec l'opposition en toute confiance et également rester l'homme de confiance aussi du président, ramener cette cohésion, quels que soient les bords politiques? Bon, écoutez, je pense que de ce point de vue-là, il y a certainement une attitude ou bien un comportement qu'il faudrait véritablement déceler chez l'homme. Certains disent qu'il est d'un abord quand même plus ou moins compatible, en tout cas avec certains desiderata de certains leaders de l'opposition. Certains pensent que c'est l'homme, effectivement, le profil qui convient pour mener cette discussion ou bien en tout cas ces échanges. Mais il faut retenir que l'homme est dans un système qui est là pour aller dans le sens d'aller véritablement dans les préoccupations du président Macky Sall. Lui-même a pu dire quelque part que le président Macky Sall devait s'inscrire dans une logique d'aller vers 2035. Il l'a dit et répété. Par conséquent, bon, c'était certainement pour montrer un gage de loyauté, de fidélité à l'homme. Certainement, il a aussi des ambitions cachées, mais il est évident,
par rapport à ce qu'on a pu voir, qu'il lui sera difficile quand même de faire en sorte qu'il puisse aller dans le sens des décisions ou des désiderata de son patron et également être conciliant avec une opposition qui a tout de suite déclaré qu'elle n'entendait pas faciliter au président Macky Sall donc disons une route tranquille vers un troisième mandat. Il ne nous reste que quelques secondes aujourd'hui. Pour ce qui reste du second mandat, autant pour moi, du président Macky Sall, comment aller aujourd'hui vers cette cohésion nationale-là pour aller vers la fin de son mandat, en faire une année sociale comme le veut le président Macky Sall? Quoi qu'on puisse dire, c'est que Amadou Ba est un homme de consensus. Je pense que c'est quelqu'un qui a un langage diplomatique assez cohérent au niveau de la classe politique sénégalaise. Donc, je pense que de ce côté-là, pour le dialogue, il peut entamer des pourparlers avec l'opposition et je pense qu'il sera écouté. Mais ce qui est important, c'est que Amadou Ba, comme me l'avait suggéré un ami, il doit mettre en place, au lieu des ASP, mais de l'agence de sécurité, des priorités. Parce que tout est prioritaire actuellement au Sénégal. Les Sénégalais vraiment actuellement souffrent. Donc nous attendons d'Amadou Ba un dialogue avec l'opposition pour essayer de ramifier vraiment les différentes parties, mais aussi de permettre aux Sénégalais de pouvoir vivre vraiment avec leurs maigres moyens. Permettre aux Sénégalais de vivre avec leurs maigres moyens. Tout est priorité aussi dans ce pays. Nous allons en deuxième partie de cette émission aller en Guinée où une autre priorité également intéresse le gouvernement de transition. Il s'agit de l'ouverture du procès des événements du 28 septembre 2009. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Abdoukarim Diakhaté, 13 ans aujourd'hui après les faits, les événements du 28 septembre 2009, le pouvoir de transition en Guinée a décidé aujourd'hui d'ouvrir le procès, le 28 septembre également 2022. Déjà, que pensez-vous de cette initiative du pouvoir de transition de faire le procès aujourd'hui de ces événements, un procès qui était très attendu en Guinée, surtout par les victimes? Effectivement, ce procès du 28 septembre est une forte demande du peuple guinéen et c'est une des pages sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée qui va être réouverte et nous pensons déjà à toutes les victimes véritablement de ce qui a pu en tout cas donner à la Guinée cette image-là de pays où effectivement ce genre de massacres et autres ont pu véritablement cristalliser l'émotion au niveau du monde entier. Pour avoir été sur place en cette période-là, en 2009, je mesure véritablement toute la peine qu'éprouve donc toute la population de Guinée. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a effectivement un satisfait à l'endroit quand même de la transition actuelle qui a pu mener à bien un processus qui a été très long en fait. C'est depuis 2010 qu'il était question d'organiser ce procès-là. Mais certainement, il y a eu un manque de volonté politique à l'époque. L'instruction n'a d'ailleurs pu être bouclée qu'en décembre 2019. Oui, déjà en 2017, il y avait déjà les bases pour tenir le procès. L'instruction s'est poursuivie avec d'autres témoins interrogés et tout jusqu'en décembre 2019 avec la Cour suprême. Voilà. Maintenant, la date du 28 septembre est symbolique. Déjà, c'est une date historique dans le patrimoine même de la Guinée. Et je pense que d'ailleurs le ministre de la Justice l'a dit, il a rappelé, Alphonse Charles Wright, il avait dit en fait que c'était la date du 26 septembre qui était retenue pour l'ouverture du procès, mais c'est à la demande expresse du procureur de la Cour pénale internationale que la date a été donc repoussée au 28 septembre, qui va donc correspondre 13 ans, jour pour jour, après donc, les événements survenus. Abordant même le procureur international de la CPI, M. Karim Khan, est-ce qu'aujourd'hui l'implication de la Cour pénale internationale dans cette affaire n'a pas davantage contribué à accélérer le dossier et à permettre de tenir ce procès 13 ans après? Bon, oui et non, parce que c'est vrai que quelque part, la Cour pénale internationale s'était vraiment investie pour aller dans le sens de l'organisation de ce procès-là. Il faut déjà dire que l'ancien président de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda, s'est rendue une quinzaine de fois à Conakry en mission dans le cadre de l'organisation du procès. Bon, maintenant, il faut également dire que les faits ont été requalifiés. On ne parle plus de crimes
contre l'humanité, mais que ce sont des actes criminels avec des responsabilités pénales pour certains individus qui vont être poursuivis. On ira peut-être dans le cadre donc de nos discussions. Tout à fait, on développera davantage dans ce sens-là et ceux qui seront poursuivis ainsi que leur responsabilité dans ces événements de septembre 2009. Cher, ce procès va revisiter notre histoire et faire en sorte que nous sortions tous avec une nouvelle vision de la Guinée où l'impunité n'aura plus désormais sa place, a déclaré le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, au sortir d'une réunion au comité de pilotage du procès. Déjà, quelle lecture faites-vous de l'engagement aujourd'hui du pouvoir de transition à rendre justice à ces victimes des événements du 28 septembre 2009? Oui, Daouda, j'aimerais tout d'abord dire que c'est un engagement historique parce que comme l'a rappelé le doyen, le 28 septembre était un événement historique pour la Guinée parce qu'on sait que c'est en 1958 que Sékou Touré a organisé un référendum qui a permis à la Guinée de sortir de l'Union française et de faire cavalier seul. Donc c'est à la suite de cela que Sékou Touré va pratiquement diriger ce pays d'une main de fer pour certains et d'autres en tant que panafricanistes avec le camp Boiro où on menait des tortures. Donc ce pays-là a dû souffrir durant sa trajectoire. Donc après Sékou Touré, c'est Lansana Conté qui arrive au pouvoir. Donc les droits et libertés vont être restreintes. Donc ce pays va continuer cette trajectoire jusqu'à arriver à Moussa Dadis Camara. Donc avec Dadis Camara, on pensait que une transition rapide allait avoir lieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait même dit. Donc, il faut aussi féliciter le président sénégalais Abdoulaye Wade qui s'était dépêché pour se rendre en Guinée, rencontrer Dadis Camara, essayer de le cadrer et discuter avec lui en lui disant tout simplement que M. Camara, vos pairs qui sont les chefs d'État d'Afrique sont en train de vous observer. Organiser des élections libres et transparentes, céder le pouvoir et aller rentrer comme on le dit souvent, les militaires, il faut qu'ils retournent dans les casernes. Mais malheureusement, Thomas Sankara avait dit un militaire qui n'a pas de formation politique est un criminel en puissance. Donc c'est ainsi qu'on va voir que des manifestations vont être organisées en Guinée. Le Forum civil guinéen va essayer de s'organiser et de demander tout simplement à Dadis de ne pas participer aux élections présidentielles et d'organiser des élections libres et transparentes. Mais on a vu Dadis se bunkeriser et vouloir carrément participer à ces élections. À la suite de ce rappel historique que vous venez de faire, on a comme l'impression que donc, ce pays a une longue tradition aujourd'hui aussi de violation de ce qui est des droits et libertés individuelles et collectives. Exactement. Comme je l'ai dit tantôt, ce pays a longuement souffert. Depuis les indépendances de 1958 jusqu'à présent, les Guinéens, il faut les féliciter parce qu'ils se sont battus, l'opposition guinéenne, la classe politique guinéenne, que ce soit Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré ou les autres, ils se sont toujours battus pour la démocratie en Guinée. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé ce 28 septembre-là, où des manifestations étaient organisées. Le pouvoir guinéen avait réprimé ces manifestations-là dans le sang. Alpha Condé, Camara lui-même avait reconnu que les militaires ont débordé. Donc il y a ce qui avait conduit d'ailleurs à plus de 150 morts et une centaine de femmes violées selon l'Organisation des Nations Unies. À des violations flagrantes donc, des droits de l'homme. Tout simplement pour vous dire que ces manifestations-là vraiment ont conduit à ces événements malheureux-là qui ont été réprimés dans le sang par le pouvoir guinéen. Maintenant, on attend ce procès-là, ce procès du 28 septembre. Nous espérons que justice sera rendue, comme l'a si bien promis l'actuelle équipe gouvernementale, mais aussi Dadis Camara qui nous dit qu'il est prêt à se mettre à la disposition de la justice. D'ailleurs, parlant de Dadis Camara, il est revenu de son exil à Ouagadougou et est prêt à se mettre à la disposition de la justice quant à sa responsabilité dans cette affaire-là. Karim, le 28 septembre 2009, un groupement d'ONG et de partis d'opposition avait organisé ce rassemblement-là aujourd'hui dans le principal stade de la capitale guinéenne à Conakry. Des milliers de personnes qui protestaient contre aujourd'hui une éventuelle candidature de Moussa Dadis Camara à l'issue de sa transition. Plus de 150 morts, je l'ai rappelé tout à l'heure, une centaine de femmes violées. Aujourd'hui, ce procès s'ouvre ce 28 septembre 2022. Quelle responsabilité aujourd'hui du président de la transition de l'époque, Moussa Dadis Camara, dans cette affaire-là, puisqu'il fait partie aujourd'hui des 13 personnes également, des 13 prévenus au cours de ce procès-là? Écoutez, effectivement, vous le dites. D'ailleurs, déjà en 2010, quelques jours, ou disons plutôt 3 mois après les événements,
l'ONU avait produit un rapport dans lequel, donc, un rapport d'une 60aine de pages, dans lequel il était question, en tout cas, de la chaîne de responsabilité par rapport à ces événements-là. Nous avons pu avoir un entretien avec le capitaine Moussa Dadis Camara au camp Alpha-Yaya à l'époque, quelques jours, une dizaine de jours après les événements, avec une grande chaîne de télévision internationale. Et à l'époque, il avait véritablement dénié toute responsabilité par rapport à cela, en expliquant un peu, bon, il reviendra certainement sur ça lors du procès, qu'il y avait en tout cas un faisceau de responsabilités. Maintenant, il appartiendra à la justice guinéenne de revenir sur les responsabilités des uns et des autres, mais toujours est-il qu'il faut quand même, avec une certaine lucidité, admettre qu'il y a eu un certain nombre d'aspects qui ont pu contribuer à la survenue de cet événement tragique. Il faut se dire que 2 jours avant les faits, donc le 26 septembre, Moussa Dadis Camara s'était rendu au Fouta dans le cadre d'une tournée qu'il avait menée à l'Abbé. Et il avait été reçu par une foule enthousiaste de ses militants. Il faut également admettre que quelques jours auparavant, beaucoup de jeunes de cette région s'étaient opposés à cette venue-là. Mais toujours est-il que sa venue donc au Fouta avait été interprétée comme certains, au niveau de Conakry, comme le signe de la volonté de l'homme de vouloir véritablement aller vers une candidature à la présidentielle. Toujours est-il que lui-même, dans ses explications, il avait cherché à parler avec Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré par rapport à l'organisation donc de cette manifestation au stade du 28 septembre, mais qu'il n'a pas été suivi. Ce qui est arrivé. Tout le monde le regrette, c'est déplorable. Maintenant, la justice guinéenne a certainement des éléments de preuve qu'il faudra brandir, et le président Moussa Dadis Camara lui-même avait montré toute sa disponibilité à venir témoigner le jour J. Et pour ce qui est de ces éléments de preuve-là, Karim, actuellement, il y a aussi des inquiétudes de la part surtout de ces victimes-là quant au déroulement de ce procès. Nous ne voulons pas simplement un procès, mais un procès qui prenne en compte nos préoccupations, qui sont entre autres d'expliquer quels sont les dispositifs qu'ils vont mettre en place aujourd'hui pour assurer la participation effective des victimes que nous représentons, surtout du tribunal de la Constitution aujourd'hui, de ce tribunal-là. Tels sont les propos tenus par Alseni Sall, le responsable de la communication aujourd'hui, des victimes des événements du 28 septembre 2009. Déjà, que pensez-vous de ces préoccupations soulevées par les victimes, à savoir aujourd'hui assurer la sécurité de ces victimes qui vont venir témoigner à la barre, déjà à visage découvert, assurer leur sécurité durant tout le déroulement de ce procès. Également, comment sera constitué aujourd'hui ce tribunal-là, quels seront les juges qui seront chargés de juger et tout. Que pensez-vous aujourd'hui de ces préoccupations soulevées par les victimes? Mais bien sûr, ces préoccupations sont fondées. J'ai entendu Mme Asmaou Diallo, qui est la présidente de l'association des victimes donc, de ces événements-là, aller dans ce sens-là. Il faudrait effectivement garantir à toutes les victimes, dont véritablement beaucoup n'ont pas les moyens même de pouvoir, en tout cas, venir, en tout cas, assister à cela, de pouvoir, en tout cas, être dans les conditions d'être, disons, d'être présente au procès. Maintenant, il est évident que j'ai entendu un responsable du ministère de la Justice le dire, que des dispositions ont été prises pour garantir, effectivement, la participation aussi bien des victimes que des témoins, et pour même embrayer dans ce cadre-là, rappeler effectivement les préoccupations exprimées même par Cellou Dalein Diallo, qui a été également une des victimes. Mais dans cette affaire-là également, je pense qu'on ira vers cela, il y a aussi le problème des indemnisations, éventuellement, des réparations. Parce que si vous voulez, l'aspect véritablement important de ce procès, c'est qu'une fois qu'il se tiendra, il mènera vers une autre étape qui est plus importante, qui sera celle de la mise en place d'une commission paix et réconciliation, comme déjà l'avait dit Cellou Dalein quand il se présentait. Cette question des indemnisations également, cher, ne risque pas de poser un autre problème. On a vu d'autres cas dans d'autres pays aujourd'hui où des personnes avaient été, je ne dirais pas inculpées, des prévenus avaient été jugés, finalement inculpés. Et après, cette question des réparations pose encore problème, puisque jusqu'à présent, les victimes courent derrière ces réparations aujourd'hui des préjudices qu'ils ont subis. Donc, comment faire aujourd'hui pour éviter un pareil scénario dans un pays comme la Guinée pour cette affaire des événements du 28 septembre 2009? D'abord, pour éviter un pareil scénario, comme l'a dit le doyen, il faut rendre justice. Que la justice aussi soit équitable par rapport à ce qui se passe.
du moment où Dadis Camara se dit être disponible devant la justice, donc je pense qu'il faut tenir un procès équitable, un procès qui va prendre en compte tous les victimes, mais aussi un procès qui va permettre aux Guinéens, après ce procès-là, de pouvoir s'unir, de pouvoir se réconcilier. Parce qu'on sait que c'est une des taches noires de l'histoire guinéenne. Et la chaîne de responsabilité aussi, elle est longue. Donc tout ce qui s'est passé de Dadis Camara, de Sidia Touré, qui était dans l'opposition, qui avait informé Dadis de la manifestation, de Fodé Touré aussi, qui était le ministre de la Jeunesse, donc jusqu'à Cellou Dalein Diallo. Donc la chaîne de responsabilité, elle est longue. Donc il faudra déterminer cela et vraiment sanctionner aussi les responsables. Mais au sortir de ce procès aussi, il est important de pouvoir réconcilier les Guinéens, mais aussi de les indemniser. Parce que même si l'indemnisation peut poser problème, mais à un moment donné, ces victimes-là, ils ont souffert. Ils sont dans des conditions misérables, dans des conditions déplorables. Il y en a même qui sont morts, qui ne sont plus de ce monde. Donc tout cela pour vous dire tout simplement que la Guinée a traversé un moment difficile. Donc il est normal d'aller vers ce procès-là, mais aussi que ce procès puisse permettre... Indemniser les victimes, arriver aujourd'hui à une réconciliation des Guinéens, mais dans d'autres pays également africains, cher. Oui. Nous avons vu qu'après de pareils événements, des procès tenus, une réconciliation ou bien un comité de vérité réconciliation mise en place. On voit également un retour d'amnistie ou d'autres mesures prises. Est-ce que cela également ne risque pas de constituer un autre problème pour les victimes aujourd'hui qui ont eu à souffrir de ces événements? Oui, cela peut être un problème, mais dans la mesure où les autorités guinéennes vont mettre en place des structures des structures normales, des structures qui vont permettre de résoudre ces problèmes-là, je pense que Doumbia, il est observé un peu partout en Afrique, même aussi au niveau de la CEDEAO par ses pairs. Donc il est important qu'il puisse faire ses preuves. Donc dans ce domaine-là, par rapport à l'indemnisation, certes dans d'autres pays ça a posé problème. On le sait, lorsque les indemnisations sont soulevées, la plupart des familles, il y a des familles qui vont réclamer et d'autres qui vont vraiment sortir dans des télévisions aussi pour manifester. Tout simplement pour vous dire que l'aspect pour moi le plus important, c'est de pouvoir réconcilier vraiment le peuple guinéen par rapport à cette trajectoire qui a eu lieu le 28 septembre. Et Karim, depuis l'ouverture de l'instruction, beaucoup de victimes sont décédées, Cher le disait tout à l'heure, d'autres sont malades aujourd'hui et vivent même dans la précarité la plus absolue. Des femmes aujourd'hui qui avaient été victimes de viols à l'occasion de ces manifestations-là, aujourd'hui ont été répudiées par leur époux ou bien même ont eu à contracter le VIH-Sida. Par rapport à tout cela, des enfants déscolarisés, aujourd'hui devenus majeurs 13 ans après les faits. Aujourd'hui, est-ce que tout cela également, comme contrainte, ne risque pas de constituer aujourd'hui de nouveaux problèmes par rapport au bon déroulement de ce procès-là? Mais non, je ne le pense pas. Déjà, le fait que le procès se tienne est déjà une victoire pour la Guinée, pour tous les Guinéens. Parce que, de toute façon, aussi bien les leaders politiques, on l'a entendu à l'époque, le président Alpha Condé avait dit qu'il allait, dès qu'il serait élu président en 2010, déjà mettre en place une commission paix et réconciliation qui regarderait tous les problèmes qui se sont posés à la Guinée depuis l'indépendance. Cellou Dalein Diallo a abondé dans le même sens en disant que dès qu'il serait élu, il mettrait ça en place. Maintenant... Mais est-ce que les deux n'avaient pas également oublié qu'avant qu'un comité vérité et réconciliation, il fallait d'abord passer par la case justice? Oui, certainement. Mais justement, il ne faudrait pas aussi se focaliser uniquement sur les événements du 28 septembre 2009. Par la suite, il y a eu des événements. Il faut retenir qu'entre 2010 et 2021, il y a eu des manifestations candidature exactement, avec le FNDC et autres, où il y a eu exactement d'autres problèmes qui sont arrivés avec... Et même les manifestations sous la transition actuellement, avec plusieurs morts. Voilà, également. donc par conséquent, je pense qu'il faudrait exorciser les démons du passé. Je pense que quelque part, les Guinéens ont besoin de savoir qui a fait quoi, à quel niveau, et ce qu'il faudrait en termes de réparation. Bon, c'est vrai, vous avez évoqué les réparations qu'on n'a pas pu voir. Vous avez certainement passé au procès d'Abré, qui s'était tenu avec effectivement beaucoup qui se sont retrouvés sans aucune les victimes réclament leur indemnisation. Exactement, mais je pense qu'il appartient également à la communauté internationale, et c'est heureux que le procureur de la Cour pénale internationale arrive à Conakry pour assister déjà à l'ouverture du procès. C'est heureux que cela puisse arriver
parce que la communauté nationale a une responsabilité également à prendre. Il n'appartient pas à la transition en cours de régler tous ces problèmes-là, parce que le procès, les gens disent que cela va durer entre 6 et 8 mois, mais de toute façon, ce sera certainement au gouvernement qui sera élu demain, et éventuellement à l'Assemblée nationale qui sera mise en place, parce que déjà, Cellou Dalein avait exprimé des inquiétudes par rapport à cela, en disant que s'il y a des lois d'amnistie, ce serait effectivement du fait d'une assemblée élue. Par conséquent, je pense qu'il y a une cohorte de mesures qu'il faudra prendre, mais déjà, attendons l'ouverture du procès pour déjà parler de cela et aller maintenant vers le sens d'une révision pratiquement de tout ce qui a pu arriver pour que la Guinée puisse enfin donc exorciser ces démons-là du passé. Car l'ouverture du procès attendue pour ce 28 septembre 2022, 13 ans après les faits, vous aviez rappelé au tout début que le dossier était déjà bouclé depuis 2017. Selon vous, pourquoi ça a mis autant de temps? Alpha Condé avait manifesté cette volonté-là aujourd'hui de rendre justice, mais pourquoi ce n'est que 13 ans après, selon vous, qu'on a pu aujourd'hui enfin avoir l'ouverture ou bien attendre l'ouverture de ce procès-là des événements de septembre 2009? Oui, mais c'est parce que entre-temps, il y a eu, c'est vrai, on l'a dit, un manque de volonté politique. On a pu voir que certaines, parmi en tout cas les personnalités incriminées ou en tout cas, disons, citées, avaient été, disons, récupérées par le pouvoir d'Alpha Condé à l'époque. Je pense à des ministres, le ministre de la Sécurité à l'époque, M. Claude Pivy, Coplan, qui a été donc au niveau de la sécurité du président Alpha Condé. Je pense également à Moussa Tchekboro Camara, qui a également été, qui s'occupait un peu de la lutte anti-drogue et du grand banditisme, qui était également cité. Donc, pour dire que, nonobstant, je ne parle pas de leur éventuelle culpabilité, mais c'était des personnalités qui étaient citées et qu'on a pu retrouver en tout cas autour du président Alpha Condé. Maintenant, que le procès se tienne est heureux, parce que les gens vont quand même se dire que quand même, quelque part, on a pu respecter la parole donnée, en tout cas par rapport au peuple guinéen, parce que beaucoup s'interrogeaient sur l'effectivité donc, de cette décision. Est-ce qu'on allait effectivement vers ce procès-là? Et il est heureux, effectivement, que ce 28 septembre, ce procès s'ouvre enfin. Et cher, une organisation comme les coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale, CAF-CPI, invite les autorités aujourd'hui de transition à respecter leurs engagements pour la tenue d'un procès juste et équitable, impartial et inclusif également. Et les partenaires bi- et multilatéraux également à toujours appuyer la justice guinéenne afin de lutter contre l'impunité en Guinée. Selon vous, quelle participation ou bien quel degré d'implication de ces partenaires bi- et multilatéraux dans ce procès-là aujourd'hui pour que ça puisse se dérouler dans des conditions justes, équitables et inclusives? Donc c'est tout à fait normal la participation, je dirais, de la communauté internationale. Parce que comme vous le savez, en cas de crime contre l'humanité, ou quelque part dans le monde, il y a la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU qui viennent appuyer ce pays-là, permettre à sa justice. Je rappelle que pour ce cas-ci, comme Karim le rappelait tout à l'heure, les faits ont été requalifiés. Là, il ne s'agit plus aujourd'hui de crimes contre l'humanité. Il ne s'agit plus de crimes contre l'humanité, mais tout à fait, pour vous dire tout simplement que l'Organisation des Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, qui est chargé de veiller de la paix partout dans le monde, s'est saisi pratiquement de ces dossiers-là. Donc partout dans le monde où il se passe des massacres ou des crimes ou quelque chose comme ça, il y a toujours la communauté internationale qui réagit, soit pour mettre la pression sur l'État pour rendre justice, soit pour déclencher la CPI, le procureur de la CPI, pour qu'il mène des poursuites contre des potentielles personnes qui ont conduit ces événements-là. Donc pour vous dire tout simplement que l'appui de la communauté internationale est un appui bénéfique. Donc ça va permettre à la Guinée de pouvoir montrer vraiment sa face démocratique, sa face aussi de nation combattante, de nation qui va permettre aux autres de venir l'aider par rapport à ce qui s'est passé dans son pays, comme je vous l'ai dit tantôt. Et au-delà de l'ONU et ses autres partenaires internationaux, quelle implication aussi d'une organisation comme l'Union africaine? L'Union africaine, voilà. Donc l'Union africaine, qui est notre organisation continentale, a une participation vraiment importante, assez importante, parce que actuellement le président de la République, le président Macky Sall, qui est président en exercice de l'Union africaine, qui a un agenda international assez importante, je pense qu'a pesé de tout son poids par rapport à ce qui se passe en Guinée pour accompagner le gouvernement guinéen actuel d'aller vers un procès équitable et juste pour permettre aux Guinéens de se réconcilier tout simplement, parce que le doyen l'a rappelé tout à l'heure, la Guinée a une trajectoire historique, politique
assez compliqué. Karim, parlant de la Cour pénale internationale, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le procureur Karim Han sera en Guinée le 28 septembre 2022 pour assister à l'ouverture de ce procès. Aujourd'hui, quelle contribution de la CPI par rapport au bon déroulement de ce procès du 28 septembre? Oui, mais la Cour pénale internationale a un rôle important à jouer, ne serait-ce que dans, disons, le conseil à l'organisation pratique du procès et éventuellement également pour voir un peu par rapport en tout cas à certaines décisions qui vont être prises. Parce que de toute façon, même si les faits ont été requalifiés, il est évident qu'avec toutes les missions donc accomplies en Guinée par Mme Fatou Bensouda, la Cour pénale internationale a suffisamment d'éléments qui pourrait contribuer un peu à faire en sorte que véritablement... Surtout pour tout ce qui est d'éléments de preuve également. Absolument. Donc de ce point de vue-là, je pense que la justice guinéenne va pouvoir bénéficier donc de cette expertise-là et cela va certainement contribuer à, en tout cas, donner un caractère solennel donc à ce procès-là et puis contribuer également à la manifestation de la vérité. La manifestation de la vérité, c'est également ce qu'attendent les victimes de ces événements tragiques du 28 septembre 2009. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir une nouvelle fois été avec nous. Merci Daouda. Merci également à M. Cheikh Sadibou Ndiaye. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daouda. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.